Qu'est-ce qu'un Sasquatch gigantesque et insaisissable a en commun avec un scientifique du MIT assassiné, un inventeur empoisonné et un brillant chercheur en aérospatial? Et non, je vous promets, c'est pas le début d'une blague. En 1998, un homme qui avait inventé un moteur révolutionnaire fonctionnant à l'eau est mort en hurlant sur un parking qu'il avait été empoisonné. En 2004, un scientifique du MIT sur le point de révéler des données sur l'énergie propre censurée a été battu à mort devant la maison de son enfance. Et en 2022, un physicien visionnaire sur le point de faire une découverte révolutionnaire sur l'antigravité est mort dans des circonstances très suspectes. Alors quel est le lien entre ces pionniers réduits au silence et le Sasquatch? Eh bien plus que ce que vous pourriez imaginer. Vous pourriez vous demander comment un être aussi massif que le Sasquatch parvient à rester caché dans notre monde technologique en constante évolution. À une époque où des drones et des pièges photographiques sont installés sur des millions d'arbres, comment cela est-il possible? Vous pourriez vous demander de quelle énergie se sert le Bigfoot. Comment survit-il en hiver? Et pourquoi ne trouvons-nous jamais de traces de leurs restes? Eh bien aujourd'hui, nous posons une question complètement différente. Et si Sasquatch ne se cachait pas du tout? Et si cela existait simplement sur une fréquence à laquelle on ne nous autorise pas à accéder? Maintenant, faisons une petite pause avant d'entrer dans la physique folle de tout cela. Je regardais récemment mes statistiques YouTube et j'ai réalisé que plus de 63% d'entre vous qui regardent régulièrement ne sont pas abonnés. Si vous appréciez ces analyses approfondies et que vous voulez soutenir ce que nous faisons ici, cela signifierait énormément pour moi et pour l'équipe de Cabin in the Woods si vous pouviez cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Ça aide vraiment à faire vivre la chaîne et à poursuivre nos recherches. Merci beaucoup, première partie. La science réduite au silence. Si nous voulons comprendre comment un Sasquatch massif et profondément insaisissable disparaît simplement dans la nature, nous devons commencer à poser des questions différentes et parfois inconfortables. Il faut cesser de se focaliser sur la biologie classique et élargir notre recherche. Il est temps de commencer à s'intéresser à la physique, en particulier au type de physique qui semble faire taire les gens. On nous dit que la physique a des règles strictes. On ne peut pas créer d'énergie à partir de rien. On ne peut pas contourner la thermodynamique. Mais l'histoire est remplie de brillants esprits qui ont prouvé le contraire et qui l'ont payé de leur vie. Ça peut sembler mélodramatique, mais je vous assure que c'est pas exagéré comme vous allez le voir. Regardons Stanley Meyer. Pour ses voisins dans l'Ohio, Meyer était un bricoleur et un rêveur, mais dans les années 80 et 90, il est devenu une légende locale. Il affirmait avoir inventé une cellule à combustible à eau. C'était pas simplement une batterie, c'était un appareil qui utilisait la résonance acoustique pour dissocier l'eau en hydrogène et en oxygène, en utilisant une quantité d'énergie incroyablement faible. Il séparait littéralement l'eau grâce au son et à la fréquence. Il se cachait même pas dans un sous-sol en le faisant, quoi. Il conduisait un buggy modifié alimenté entièrement par l'eau du robinet, donnait des interviews aux chaînes d'information locales, obtenait des brevets et attirait l'attention intense de Wall Street et du Pentagone. C'était un homme qui croyait sincèrement qu'il allait libérer le monde des combustibles fossiles pour toujours. Il était bruyant, il était fier et il obtenait des résultats. Puis vint le 20 mars 1998. Alors qu'il dînait dans un Cracker Barrel avec deux investisseurs étrangers potentiels, Meyer a pris une gorgée de jus de canneberge. Et puis, soudain, il s'est précipité sur le parking, est tombé à genoux et aurait prononcé ces derniers mots: « Ils m'ont empoisonné ». Le rapport officiel du coroner a indiqué qu'il est décédé d'un anévrisme cérébral. Mais les prototypes physiques de son moteur révolutionnaire et ses plans détaillés et irremplaçables, eh bien, ils ont disparu, laissant sa famille dévastée et son héritage en miettes. Meyer était un pionnier parce qu'il a regardé ce système massif, frustrant et défaillant, et il a décidé de trouver une solution transparente qui fonctionnait réellement. Et cette réalité des systèmes défaillants, nous y sommes confrontés chaque jour. Et pas seulement en physique marginale, mais aussi dans nos vies. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, un collègue enquêteur, je ne vais pas donner son nom pour des raisons de confidentialité, mais un gars que je connais faisait du travail de terrain en pleine brousse quand il a été gravement mordu par une tique.
En quelques semaines, il a développé des symptômes neurologiques terrifiants, des tremblements, une fatigue écrasante, un brouillard cérébral persistant qui ne semblait jamais disparaître. Il a tenté de s'y retrouver dans le système médical classique pour obtenir l'aide dont il avait besoin. Il a passé des heures en attente, a été baladé d'une clinique à l'autre pour finalement apprendre que le premier rendez-vous disponible avec un spécialiste acceptant son assurance était dans 9 semaines. Le système n'était pas conçu pour le soigner en urgence. Il était conçu pour le mettre dans une file d'attente. C'était un véritable mur bureaucratique et je n'arrivais pas à y croire en entendant cette histoire. Et pendant qu'il attendait, sa santé s'est complètement détériorée, des effets permanents à cause de cette épreuve. Un verrouillage systématique comme ça, les gars, c'est exactement pour ça que Cabin in the Woods existe, pourquoi notre travail ici est si important. Notre objectif est essentiellement de contourner ceux qui font barrage. Et c'est aussi pourquoi je suis extrêmement sélectif quant à nos partenaires ici sur la chaîne. Vous savez que j'ai une famille à soutenir et financer ces enquêtes approfondies demande vraiment beaucoup de ressources. Les sponsors, c'est essentiellement ce qui me permet de garder la tête hors de l'eau. Mais je vous ai fait une promesse il y a quelque temps, ne m'associer qu'avec des entreprises, des produits et des outils en lesquels je crois vraiment. Des outils qui abattent ces barrières et vous redonnent le pouvoir. Très bien, regardons maintenant notre prochain scientifique réduit au silence. Je suis le docteur Eugène Malov. J'ai une formation d'ingénieur. 6 ans plus tard, la communauté scientifique a perdu Eugène Malov. Malov n'était pas un théoricien marginal travaillant dans un garage quelque part. Avec 2 diplômes en ingénierie aéronautique et astronautique du MIT et un doctorat en sciences dans les domaines de la santé environnementale, de la pollution de l'air, de l'ingénierie du contrôle et de la physique des aérosols de l'université Harvard. Et il était le principal rédacteur scientifique du service de presse du MIT. Il était père, journaliste profondément intègre et fondateur du magazine Infinite Energy. Malov est devenu un partisan très en vue et très engagé de la fusion froide. Il a en fait démissionné de son poste prestigieux au MIT en signe de protestation, affirmant que l'institution avait délibérément modifié des données pour discréditer la fusion froide. Il est souvent apparu dans les médias et a consacré sa vie à dénoncer ce qu'il considérait comme la suppression systémique par l'establishment scientifique de la recherche sur l'énergie propre. Il se préparait à publier un rapport massif et très documenté pour enfin révéler au grand jour ces données occultées. Il y travaillait depuis des années, mais il n'en a jamais eu l'occasion. En mai 2004, Malov a été retrouvé battu à mort de façon brutale devant la maison de son enfance. La version officielle, un vol commis au hasard qui a tragiquement mal tourné. Ou prenez l'histoire dévastatrice d'Amy Eskridge, née à Huntsville, en Alabama, littéralement connue sous le nom de Rocket City, en raison de ses liens étroits avec la NASA et les sous-traitants de la défense. Eskridge était une brillante spécialiste interdisciplinaire et la présidente de l'Institut des sciences exotiques. Elle n'était pas non plus une théoricienne, c'était une visionnaire profondément passionnée, travaillant activement sur les technologies antigravité et explorant les réalités physiques de l'énergie du point zéro. Elle avait une vision profonde de la place de l'humanité dans le cosmos et, selon les rumeurs, elle se préparait à présenter au monde des travaux fondamentaux sur la propulsion avancée. Mais au lieu de cela, en juin 2022, la scientifique de 34 ans est soudainement décédée. Alors que la version officielle a conclu à un suicide, des rumeurs au sein des communautés aérospatiales et du renseignement dressent un tableau bien plus sombre. Des affirmations ont émergé, y compris des allégations explosives d'un officier du renseignement à la retraite, selon lesquelles elle aurait été activement prise pour cible par des armes à énergie dirigée utilisées par un sous-traitant privé de l'aérospatiale. Elle est devenue une pionnière de plus dans le domaine de la physique exotique, réduite au silence avant que ses travaux ne puissent fondamentalement changer notre compréhension de la réalité. Un inventeur empoisonné de l'Ohio, un physicien assassiné du MIT, un brillant chercheur en aérospatial à Huntsville. On entend ces histoires et l'on pense aussitôt à la cupidité des entreprises, au monopole pétrolier, à la suppression de l'énergie libre. Mais il y a ici un fil conducteur plus profond, bien plus significatif. Ces personnes exploraient les confins de la thermodynamique, de l'énergie du point zéro et des fréquences acoustiques. Ils rassemblaient des preuves physiques que les limites rigides de la physique conventionnelle, les règles absolues qu'on nous dit gouverner toute notre réalité,
Eh bien, elles sont incomplètes. Et c'est précisément là que notre compréhension de la forêt croise la science réduite au silence. Voyez-vous, si les institutions traditionnelles vont jusqu'à enterrer activement la physique alternative, alors le cadre scientifique nécessaire pour comprendre une présence qui opère en dehors de nos lois physiques standards, eh bien, cela aussi est enterré. Nous sommes dans les bois, à la recherche de chair et d'os, essayant de traquer un géant doux qui vit dans la forêt en utilisant la biologie en 3 dimensions. Nous cherchons des empreintes, nous cherchons des échantillons de poils, l'apport calorique et les schémas de migration, et si nous devions plutôt utiliser la physique même que ces institutions essaient constamment de faire taire. Partie 2. Le chevauchement est le signal de 1,6 GHz. Nous avons déjà parlé sur Cabin in the Woods de la nécessité de poser de nouvelles questions différentes sur de vieux problèmes si nous voulons vraiment trouver les vraies réponses. Alors posons une nouvelle question maintenant. Si nous acceptons que la physique va bien au-delà des limites de ce qui est publiquement reconnu, cela ne devrait-il pas complètement changer notre façon d'aborder une rencontre avec le Bigfoot ? Pour comprendre pourquoi un scientifique du MIT assassiné ou un inventeur empoisonné ont de l'importance pour le Sasquatch, il faut se demander, et si notre réalité n'était qu'une radio ? En ce moment, la biologie humaine et la science conventionnelle sont réglées sur une station très spécifique. Appelons-la 98,5 FM. Nous entendons la musique sur cette station. Nous voyons les arbres. Nous comprenons les règles de cette diffusion unique. Nous sommes limités à cette bande passante et pensons que c'est la seule station. Mais si le cadran était incroyablement vaste, et si ces êtres doux et insaisissables ne nous fuyaient pas physiquement en se réfugiant dans les broussailles, et s'ils changeaient simplement de station, cela nous amène au concept de chevauchement. Dans les zones de forte étrangeté, des endroits où des pannes sont observées, où l'atmosphère semble lourde et où des êtres étranges sont fréquemment rencontrés, des lieux comme Skinwalker Ranch par exemple. Les enquêteurs tombent sans cesse sur une anomalie très spécifique et mesurable. Pendant des années, le docteur Travis Taylor et l'équipe de Skinwalker Ranch ont documenté à plusieurs reprises ce type d'anomalie très spécifique et mesurable lors de leurs enquêtes. Chaque fois que l'environnement devient soudainement incroyablement lourd, que des pannes apparaissent ou que du matériel tombe inexplicablement en panne, ils enregistrent d'énormes pics spontanés précisément à 1,6 GHz. Pour mettre cela en perspective, si vous n'êtes pas un passionné de science, 1,6 GHz n'a rien de magique. C'est une fréquence radio de la bande L bien réelle, généralement utilisée pour les communications par satellite, le GPS et la navigation aéronautique. En résumé, il s'agit d'une infrastructure de communication créée par l'homme. Mais là-bas au ranch, et maintenant de plus en plus dans d'autres zones reculées où des enquêteurs indépendants apportent des analyseurs de spectres, eh bien ils détectent précisément cette fréquence qui apparaît soudainement de nulle part. Pourquoi une fréquence GPS surgit-elle de nulle part lorsque la forêt devient complètement silencieuse ? Si Meyer, Maloff et Eskridge avaient raison au sujet de l'énergie du point zéro et de l'activité de résonance acoustique manipulant le monde physique, ce signal de 1,6 GHz pourrait-il être le rejet ? Est-ce l'empreinte physique d'un changement de fréquence ? Maintenant, appliquons ces données aux milliers de rapports d'observation que nous avons. Un randonneur aperçoit dans les bois un géant velu bipède de 2,70 mètres de haut. La créature va qu'à ses occupations, voix ne fait que passer. Puis elle se glisse derrière un jeune arbre, un arbre qui pourrait absolument pas cacher un animal d'une telle masse, et elle disparaît. Les empreintes cessent soudainement dans la boue, comme si la créature s'était évaporée. La biologie s'interroge. Comment a-t-elle pu aussi bien se cacher ? Ce qui, soit dit en passant, est une approche tout à fait raisonnable de la question que nous explorerons dans un prochain épisode. Mais d'après la physique passée sous silence dont nous venons de parler, ne devrions-nous pas nous demander si cet être qui semblait avoir disparu derrière cet arbre incroyablement petit est même resté dans notre fréquence ? Lorsqu'un Sasquatch disparaît dans une boule de lumière, ce qui a été rapporté des milliers de fois,
On ne peut pas l'ignorer si l'on est un chercheur honnête. Ou lorsqu'ils scintillent à travers la forêt, ou se dissimulent devant des arbres, et si ce n'était pas un camouflage animalier classique qu'ils utilisaient. Et s'ils utilisaient une compréhension naturelle et innée de ces phénomènes physiques exotiques? Le signal de 1,6 GHz qui monte en flèche sur nos appareils n'est-il pas simplement le sous-produit énergétique de deux fréquences qui interagissent entre elles? L'énorme friction de ce moment précis où leur réalité traverse brièvement la nôtre avant qu'ils ne retournent dans un espace que nous ne sommes tout simplement pas biologiquement capables de percevoir. Il y avait cette grande silhouette d'un orange éclatant. C'était tellement difficile de dire si cette créature était faite de fourrure ou si elle émettait sa propre lumière. Orange éclatant, un orange surnaturel, frappé par le soleil, mais restant plus lumineux que tout autre objet autour. Et soit il avait des poils très fins et fibreux, soit il émettait une sorte d'énergie qu'il produisait, quelle que soit cette créature. Nous n'avons pas affaire à un grand singe inconnu maîtrisant l'art de se cacher derrière des buissons. Nous sommes face à une présence profondément connectée et hautement avancée, qui comprend l'essence même de l'environnement mieux que nos esprits scientifiques les plus brillants et les plus réduits au silence. Si nous ne comprenons pas la physique de la manipulation de la réalité, pourquoi continuons-nous à espérer trouver le Bigfoot avec des caméras pièges et des moulages d'empreintes? Si cela devait fonctionner, ça aurait déjà marché. Donc toutes ces questions-là, les gars, à mon avis, ce sont celles que nous devrions poser maintenant. Partie 3. Sasquatch, l'entité ultime du point zéro. Donc, si ce signal de 1,6 GHz dont nous venons de parler est l'échappement, ne devrait-on pas se demander quel est le moteur? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait alimenter un changement dimensionnel aussi massif? Pour répondre à cette question, nous devons examiner précisément ce que Stanley Meyer, Eugene Maloff et Amy Eskrich essayaient de comprendre. L'énergie du point zéro. La physique théorique nous dit qu'il n'existe pas de véritable vide. Même dans un vide parfait, dépourvu de toute matière, de toute lumière et de toute chaleur, il subsiste une quantité énorme d'énergie de fond. C'est le champ du point zéro. C'est le tissu sous-jacent de l'univers, si vous voulez, une mer de potentiel infini et vibrant. Des scientifiques qui ont été réduits au silence essayaient de construire des machines complexes pour exploiter ce champ. Ils croyaient que si vous pouviez vous harmoniser avec lui, vous pourriez extraire une énergie infinie et propre directement du vide de l'espace. Mais si la nature nous avait devancés, l'idée que la biologie manipule une physique avancée et invisible, est-ce vraiment si fou? La science conventionnelle commence tout juste à découvrir une toute nouvelle discipline scientifique appelée la biologie quantique. Et cela prouve que les animaux utilisent déjà le domaine quantique. Des animaux connus, je ne parle pas de Sasquatch ici. Prenez le rouge-gorge européen par exemple. Pendant des décennies, les scientifiques n'arrivaient pas à comprendre comment un si petit oiseau pouvait parcourir des milliers de kilomètres à travers le globe avec une telle précision. Nous savons maintenant qu'ils utilisent un phénomène qui a même déconcerté Albert Einstein, l'intrication quantique. Lorsqu'une seule particule de lumière pénètre dans l'œil de l'oiseau, elle déclenche une réaction quantique étrange, qui agit comme une boussole biologique, permettant à l'oiseau de voir réellement les lignes magnétiques de la Terre dans le ciel. Pensez à une simple feuille captant la lumière du soleil. Au lieu que l'énergie se fraye un chemin à tâtons à travers les cellules de la plante, comme un rat dans un labyrinthe essayant un chemin après l'autre, la plante utilise une astuce quantique. Elle envoie l'énergie dans tous les chemins du labyrinthe en même temps pour trouver instantanément la route parfaite et la plus sûre. C'est une efficacité invisible qui fait paraître nos panneaux solaires les plus avancés complètement primitifs. Considérez comment un animal suit une odeur. La science montre maintenant que la façon dont leur odorat traite les odeurs implique un phénomène appelé l'effet tunnel quantique. C'est là que des particules détectent la fréquence vibratoire spécifique des molécules odorantes et se téléportent littéralement à travers des barrières solides et impénétrables à l'intérieur de leurs cellules, simplement pour percevoir une odeur. Et il ne s'agit pas seulement des chiens ou d'autres animaux dotés d'un odorat incroyable. Cela concerne aussi les humains.
Alors, si un minuscule oiseau peut exploiter l'intrication quantique simplement pour migrer vers le sud, et qu'une simple feuille peut utiliser la cohérence quantique pour capter la lumière du soleil, pourquoi est-il si difficile de croire qu'un être hautement évolué et profondément connecté pourrait évoluer pour exploiter le champ du point zéro? Posons l'une des questions les plus courantes adressées aux chercheurs sur le Bigfoot. Où sont les preuves physiques de leur régime alimentaire? Pensez à la réalité biologique d'un hominidé de 800 livres et de 1,70 m de haut. Pour maintenir une telle masse musculaire selon la biologie classique, le rapport calorique ne devrait-il pas être astronomique? C'est une question rhétorique. J'étais autrefois un pratiquant de force athlétique en compétition, Pesant 125 kg. Je sais combien de calories ces êtres auraient besoin, et c'est énorme si on regarde ça d'un point de vue normal. Ne devrait-il pas chasser ou chercher de la nourriture en permanence et dépouiller l'environnement juste pour survivre aux hivers? On s'attendrait à trouver d'immenses zones d'alimentation dévastées, on trouverait d'innombrables restes de leur proie à cause de toute cette chasse. Ce sont toutes des questions et des objections légitimes de la part des sceptiques, et je comprends parfaitement pourquoi les gens se les posent. Je cherchais aussi ces réponses au début de mes recherches. Mais la vérité, c'est que, à part des empreintes, quelques nids, quelques échantillons de poils et des branches cassées, nous ne trouvons pas de preuves matérielles constantes de ces choses. Les Sasquatch semblent exister en parfaite harmonie avec leur environnement, ne laissant presque aucune trace permanente. Alors, il y a en fait plusieurs façons de répondre à ces questions, les gars, et je prévois d'aborder toutes ces réponses dans de futurs épisodes, mais pour l'instant, considérons cette hypothèse de l'énergie du point zéro. Si ce doux géant est l'expression biologique ultime de l'énergie du point zéro, et s'ils ne dépendaient pas des calories comme nous le faisons, et s'ils puisaient leur subsistance, leur immense puissance physique et leur capacité à manipuler leurs fréquences directement dans l'énergie ambiante de la Terre, et s'ils étaient un récepteur biologique bien vivant pour le champ du point zéro, cela fournit une explication solide à la luminescence parfois signalée dans leurs yeux. C'est pas une couche derrière la rétine qui reflète une lampe de poche, mais une véritable émission d'énergie stockée. Cela explique comment ils peuvent se déplacer dans un silence tout simplement impossible et comment ils génèrent la résonance acoustique nécessaire pour simplement glisser à travers les fréquences de notre réalité. Ils sont le mécanisme même que nos plus brillants scientifiques sont morts en essayant de construire, marchant tranquillement à travers nos jardins et nos forêts. Maintenant, si tu fais partie de ces sceptiques endurcis du Bigfoot qui continuent quand même à regarder mes vidéos toutes les quelques semaines pour une raison quelconque, tu dois sûrement te dire « Oh là là, il a encore changé les règles du jeu ». À mon avis, les passionnés de Bigfoot n'ont pas réussi à trouver de preuves vérifiables, alors ils rendent toute l'histoire de plus en plus compliquée. Mais laisse-moi te demander, pourquoi est-ce si difficile pour toi d'accepter ne serait-ce que la possibilité que ce que nous, les humains, percevons avec nos 5 petits sens limités, ne soit pas tout ce qui existe? Tu trouves pas qu'il est plus probable qu'il y ait davantage de choses cachées au-delà de ce que nous pouvons percevoir? Comment pourrait-il n'y en avoir aucune dans un univers aussi vaste, presque infini? Et cela correspond aussi parfaitement à des milliers de témoignages indépendants sur ces êtres. Quand on invente des histoires pour attirer l'attention, elles ne sont généralement pas cohérentes avec celles créées par d'autres partout dans le monde, n'est-ce pas? Ça n'a tout simplement pas de sens. Il y a clairement quelque chose de plus que la simple réalité biologique et physique ordinaire ici. Ou si ce n'est que la simple réalité biologique, c'est un aspect qui est trop vaste pour s'intégrer dans notre façon de penser actuelle et dominante. Mais cela dit, évidemment, je dis pas que c'est absolument ce qui se passe ici. Ce n'est qu'une des nombreuses hypothèses. Mais je pense que c'est une hypothèse qui correspond mieux au fait que ce vieux modèle éculé du « ce n'est rien d'autre qu'un singe ». Maintenant, je sais que lancer des termes comme énergie du point zéro et intrication quantique donne l'impression qu'on a complètement quitté la réalité. Mais je veux ramener ça à la réalité un instant. Nous n'inventons pas le fait que les oiseaux utilisent la physique quantique pour se diriger. Nous n'inventons pas non plus comment les plantes l'utilisent pour se nourrir. La science conventionnelle admet déjà que la nature utilise le domaine quantique en ce moment, aujourd'hui, d'une manière que nous pouvons à peine reproduire dans un laboratoire à 1 milliard de dollars.
Alors, est-ce vraiment si difficile d'imaginer un ancien hominidé hautement évolué qui aurait découvert comment exploiter ce même champ d'énergie sous-jacent pour survivre? Nous devons simplement être prêts à examiner la biologie que nous possédons déjà et à poser les grandes questions. Il est facile d'entendre des noms comme Stanley Meyer ou Amy Screech et de simplement les classer parmi les théories du complot. Mais réfléchissez vraiment à ce que nous voyons ici. Nous ne parlons pas seulement de plans perdus. Nous parlons de vraies personnes qui ont perdu la vie parce qu'elles prouvaient que la physique qu'on nous enseigne à l'école est incomplète. Gardez cela à l'esprit pendant que nous avançons ici. Si l'establishment est prêt à aller aussi loin pour garder la physique avancée cachée, qu'est-ce que cela signifie pour les choses qui vivent dans nos forêts et qui l'utilisent déjà? Partie 4. La menace de la divulgation. Ils avancent tous face à un vent soufflant à 120 nœuds vers l'ouest. Si vous avez suivi les actualités récemment, vous savez que nous vivons actuellement une période totalement sans précédent. Il y a quelques semaines, au moment où cette vidéo est réalisée, en février 2026, le président des États-Unis a donné l'ordre au Pentagone et aux agences de renseignement de commencer à déclassifier et à publier des dossiers liés aux pannes et à la vie extraterrestre. Nous avons même eu récemment un ancien président qui allait sur un podcast très populaire et a carrément déclaré que l'intelligence non humaine est réelle. Les extraterrestres existent-ils? Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus et ils ne sont pas gardés dans la zone 51. Wall Street est tellement confiant que la divulgation a lieu qu'ils viennent de lancer un ETF de divulgation OVNI géré activement. Une sorte de fonds d'investissement géré pour profiter de la technologie aérospatiale et de défense. Alors, le monde ne devrait-il pas s'arrêter net ici? Pourquoi les médias traditionnels traitent-ils la plus grande révélation de l'histoire de l'humanité comme un simple bulletin météo? Et plus important encore, sommes-nous vraiment censés croire qu'après 80 ans de secrets agressifs et violents, le gouvernement va simplement nous remettre les clés de l'univers? Quand on regarde les données provenant du Bureau de résolution des anomalies de tous les domaines du Pentagone, ou ARO, qui, soit dit en passant, a actuellement un énorme arriéré de dossiers en cours, que disent réellement les lanceurs d'alerte? Ils parlent pas que de petits hommes verts, c'est certain. Ils décrivent des engins qui n'utilisent pas de moteur à combustion. Ils détaillent des déplacements entre différents milieux, des objets qui se déplacent de l'espace profond à travers notre atmosphère et plongent dans l'océan sans faire d'éclaboussures ni créer de bancs supersoniques. Nous parlons de technologies qui manipulent l'espace-temps, annulent la gravité et fonctionnent sur des fréquences que nous pouvons à peine mesurer. Ça vous dit quelque chose? N'est-ce pas exactement le même cadre d'énergie du point zéro que nous venons d'appliquer à Sasquatch? C'est là que le phénomène cesse de concerner des cryptides isolés et commence à relever d'une théorie unifiée de la haute étrangeté. Si un PAN peut pénétrer dans notre atmosphère, planer au-dessus d'un silo nucléaire, puis simplement disparaître en changeant de fréquence, pourquoi est-il si difficile de croire qu'une entité biologique massive comme Bigfoot pourrait faire exactement la même chose dans une forêt nationale? Vous voyez, les pouvoirs en place veulent que vous sépariez ces deux phénomènes, Bigfoot et les PAN. Ils veulent que vous mettiez les PAN dans la case aérospatiale et Sasquatch dans la case des grands singes inconnus. Mais si c'était exactement la même case, si un être biologique tire son énergie du champ du point zéro, une sphère lumineuse de plasma ne serait-elle pas exactement le sous-produit énergétique auquel on s'attendrait? Juste avant qu'il ne change de fréquence pour interagir avec notre réalité? Si vous parlez aux initiés du renseignement qui divulguent ces informations, ils répètent sans cesse la même excuse éculée pour justifier pourquoi ils ont gardé tout cela secret jusqu'à présent. Ils prétendent que l'humanité n'est pas prête pour la vérité. Des psychologues publient même en ce moment des articles pour avertir le public du choc ontologique. Ils essaient de nous préparer à cette profonde désorientation qui survient lorsque toute votre conception de la réalité est perturbée ou complètement détruite. Ils veulent nous faire croire que si nous découvrons que nous ne sommes pas au sommet de la chaîne alimentaire, nos cerveaux vont littéralement lâcher et la société sombrera dans le chaos.
Mais est-ce vraiment notre santé mentale qui les inquiète? Ou est-ce quelque chose de bien plus cynique? Pensez au système qui gouverne notre planète. Que se passe-t-il le lendemain matin lorsque le gouvernement confirme officiellement que des êtres avancés nous rendent visite ou vivent juste à côté de nous en utilisant une énergie libre et illimitée du point zéro? Qu'arrive-t-il à l'industrie mondiale des combustibles fossiles, pesant des milliers de milliards de dollars? Qu'advient-il des réseaux énergétiques centralisés qui tiennent en otage toutes les grandes nations? Si ces êtres existent réellement sur une fréquence au-delà de notre réalité standard, cela prouve que la physique qu'on nous fait payer à la pompe à essence est un mensonge fabriqué. Cela prouve que la pénurie d'énergie qui alimente notre économie mondiale est entièrement artificielle. La divulgation totale ne déclenche-t-elle pas immédiatement un effondrement catastrophique de la confiance dans les institutions qui l'ont cachée? Pour être honnête avec vous, c'est pas comme si elles s'en sortaient très bien en matière de confiance en ce moment. Mais bref, si le Pentagone admet qu'ils possèdent des matériaux d'origine non humaine, s'ils admettent qu'ils ont suivi le Sasquatch ou d'autres phénomènes largement signalés, en manipulant le champ du point zéro, ils ne doivent pas seulement répondre de la dissimulation, ils doivent rendre des comptes pour la mort de ceux qui ont essayé de nous donner cette même technologie. Pourquoi les puissants accepteraient-ils volontairement de divulguer des informations prouvant qu'ils ont détruit des personnes comme Stanley Meyer, Eugene Malov et Amy Eskridge, tout cela pour protéger leur monopole pétrolier? Ils ne craignent pas que vous ayez une crise existentielle sur les extraterrestres ou être interdimensionnel. Ils craignent que vous cessiez de payer votre facture d'électricité. Ils sont terrifiés à l'idée qu'une population réalise que les personnes au pouvoir ont intentionnellement freiné la progression de l'humanité juste pour maintenir leur emprise sur la structure du pouvoir mondial. C'est pourquoi toute divulgation à venir sera probablement fortement censurée. Ils ne peuvent tout simplement pas vous dire la vérité, du moins pas la majeure partie, sans s'incriminer eux-mêmes. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit du Sasquatch, nous avons besoin de nouvelles questions, de nouvelles méthodes, de nouvelles données et de nouveaux chercheurs. Partie 5. Le privilège de l'aveuglement. Alors, si toutes les preuves indiquent une réalité physique bien plus vaste et bien plus étrange, et que le gouvernement lutte activement pour gérer les conséquences, pourquoi la communauté académique au sens large est-elle encore si prompte à écarter des milliers de témoignages hautement crédibles en les attribuant à des ours mal identifiés, à des ombres ou à une illusion collective? Et si vous faites partie de ces sceptiques méchants qui supposent que tout le monde ment, pourquoi êtes-vous comme ça? C'est une question honnête, demandez-vous. Que se passerait-il pour l'establishment scientifique s'ils admettaient qu'ils se sont complètement trompés pendant un siècle? Si Sasquatch n'est qu'un animal de chair et de sang non découvert qui se cache dans les bois, eh bien ce n'est qu'une curiosité biologique. C'est sûr, c'est confortable. Vous pouvez le mettre dans un manuel, lui donner un nom latin, puis passer à autre chose sans changer un seul programme universitaire. Mais si c'est pas le cas, et si c'est Sasquatch, c'est Yeti, Yaoi, Almas, Yerin, était la preuve vivante et tangible que la manipulation des fréquences est un véritable phénomène naturel. Cela voudrait dire que les lois rigides de la physique que nous enseignons dans nos universités les plus prestigieuses sont incomplètes et mal comprises. Cela montre que le travail de nos scientifiques réduits au silence n'était pas seulement une folie marginale, contrairement à ce que beaucoup pensent. Cela signifie que leur mort tragique n'était pas de simples accidents ou suicides aléatoires, mais le résultat des actes désespérés d'un système terrifié à l'idée de perdre le contrôle sur le récit académique. Il faut une énorme dose d'arrogance pour qu'un scientifique se tienne dans un laboratoire stérilisé et déclare que ce qui se passe dans les forêts les plus profondes et les plus anciennes de la Terre est impossible. Et n'est-ce pas précisément pour cette raison que ce phénomène refuse d'être cantonné à un seul coin de la carte? Le mécanisme sous-jacent est exactement le même. Que vous consultiez des rapports historiques provenant des forêts denses de Russie ou que vous enquêtiez ici dans les bois profonds et accidentés d'Amérique du Nord, un Yerin traversant le voile dans une ancienne forêt chinoise fonctionne selon la même physique occultée qu'un Sasquatch disparaissant dans les séquoias. La physique ne change pas simplement parce que la géographie change. Reconnaître ces êtres pour ce qu'ils sont vraiment,
signifie reconnaître qu'on nous a menti sur la nature même de notre réalité. Nous regardons directement le moteur, mais nous avons été conditionnés par nos propres manuels à ne le voir que comme un mythe. Pourquoi continuons-nous à faire semblant d'être surpris lorsque nous ne pouvons pas les trouver en utilisant les outils qu'ils ont déjà maîtrisés et dépassés? Nous n'échouons pas à les trouver simplement parce qu'ils savent rester immobiles derrière un arbre. Nous échouons parce que tout notre paradigme scientifique refuse de régler la fréquence. Et tant que nous ne serons pas prêts à regarder le monde sans œillères, les œillères de la science acceptée et aseptisée, ne vont-ils pas simplement continuer à passer à travers le bruit de fond? Rappelez-vous, on ne peut pas capter un signal Wi-Fi avec un filet à papillons. Vous savez les gars, ce que j'ai réalisé au cours des derniers mois dans mes recherches sur le Sasquatch, c'est que je ne fais plus vraiment uniquement des recherches sur le Sasquatch. Je fais des recherches sur la nature de la réalité. Et pour être honnête, ça a été un peu effrayant quand j'ai commencé à ouvrir mon esprit à l'ampleur de certaines de ces implications. C'est le genre de choses que la plupart des gens ont, pour être honnête, l'esprit trop étriqué et trop fermé pour seulement concevoir cela. Et en ce qui concerne le fait de conceptualiser cela, je ne dis pas que j'en sois moi-même ne serait-ce que à peu près là pour l'instant, mais j'espère y parvenir un jour. Et j'espère avoir plus que des théories à vous offrir un jour. Mais je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire que ces théories, ces suppositions deviendront des conclusions. Il se passe tout simplement trop de choses qui indiquent qu'elles le seront. J'aimerais, comme toujours, avoir vos avis et commentaires. Vous pouvez me faire savoir si vous avez d'autres idées ou preuves à ce sujet dans les commentaires ci-dessous ou m'envoyer un email. Pour soutenir mon travail, pensez à vous inscrire sur mon Patreon. Le lien se trouve dans la description. Pour quelques euros par mois, vous pouvez avoir un accès exclusif à moi et à mes recherches en coulisses que je ne publie nulle part ailleurs. Mais dans tous les cas, que vous me souteniez sur Patreon ou non, je vous suis très reconnaissant pour votre soutien, rien qu'en étant ici et en regardant cette vidéo. Si vous avez apprécié, merci de mettre un j'aime, de le partager avec votre famille et vos amis et de vous abonner à Cabin in the Woods. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver tous dans la prochaine vidéo.